Aujourd'hui, je vais vous parler de Matteo Ricci. Ricci est un père jésuite italien qui est mort il y a exactement 400 ans, en 1610, et il est mort à Pékin. Alors Ricci m'intéresse parce que, bien plus qu'un homme d'église, il est un passeur de savoir entre deux mondes qui se connaissaient très peu, le monde chinois et le monde européen. Et pour cela, il utilise l'astronomie et la cartographie. Voici donc aujourd'hui l'histoire des cartes et des voyages de Matteo Ricci. Fin Moyen Âge, début Renaissance, l'Europe et la Chine ne se connaissent presque pas. Côté chinois, la dynastie des Ming finance les expéditions maritimes de Zhang He. Cet amiral chinois part en 1405 avec une trentaine de navires explorer les côtes de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde et pousse jusqu'aux côtes de l'Afrique de l'Est. Et ces voyages vont permettre aux Chinois de concevoir des cartes de navigation comme celle que vous voyez ici et qui correspond aux côtes de l'Inde. Ces cartes sont très détaillées dans leur description, mais en même temps, elles sont sans indication mathématique précise. Au début du XVe siècle, la représentation que se font les Chinois du monde est donc celle-ci. Vous voyez que la taille des continents y est plus qu'approximative, l'Europe et l'Afrique sont toutes petites, tandis que la Chine et la Corée occupent le plus d'espace dans la carte. En revanche, la carte est remplie d'indications de villes et de détails topographiques. Mais à partir de la deuxième moitié du XVe, la Chine est soumise aux pressions des incursions navales japonaises venant de l'Est et à l'arrivée des navigateurs portugais venant de l'Ouest. Les dirigeants chinois de la dynastie Ming s'isolent, tentent de fermer leur pays et les découvertes de Zhang He tombent dans l'oubli. Côté Europe, maintenant, la connaissance de l'Empire du Milieu est également très sommaire. Peu de récits existent, celui de Marco Polo paraît trop fabuleux pour être vrai, et on pense encore qu'il existe deux pays différents sur ce vaste territoire situé au bout du monde, le Cathay d'une part et la Chine d'autre part, que vous voyez représentés sur cette carte qui date de 1570. Les cartes européennes sont moins détaillées que les cartes chinoises, mais en revanche, elles utilisent le système des longitudes et des latitudes par lesquels les marins parviennent à s'orienter. C'est donc grâce à la précision de leurs instruments de mesure que les marins portugais, qui suivent la stratégie définie par le prince Henri le Navigateur, parviennent jusqu'en Asie et y installent leur premier comptoir. Tout d'abord en Chine, à Macao, puis 30 ans plus tard au Japon, à Nagasaki. Et ces découvreurs sont suivis de peu par des hommes d'église. Ce sont des missionnaires issus de la Compagnie de Jésus qui vient d'être fondée par Ignace de Loyola en 1540. Voilà donc le contexte dans lequel va s'inscrire la vie de l'un de ces missionnaires jésuites qui se nomme Matteo Ricci. Ricci naît en 1552 à Macerata, une petite ville de la péninsule italienne. Il est envoyé à Rome pour ses études. Il entre comme novice chez les jésuites où il apprend la philosophie, les mathématiques, l'astronomie, la cosmographie, entre autres. Et en 1578, le jeune Ricci est envoyé à Goa, la capitale de l'Asie portugaise, pour rejoindre les missions orientales de la Compagnie de Jésus. C'est donc à partir de Goa que commence le voyage de Ricci vers la Chine. Depuis l'Inde, il prend un navire pour se rendre sur les côtes chinoises. C'est un voyage qui est périlleux à cette époque du fait des pirates et du fait des typhons. Et le but de Ricci est de s'installer en Chine pour évangéliser le pays, puisque les premières tentatives de jésuites avaient échoué. À Macao, où il arrive en 1582, Ricci se familiarise avec la langue et la civilisation chinoise avant de s'installer en 1583 dans la ville de Zhaoqing avec un autre père jésuite, Michele Ruggieri. Les deux hommes se font discrets, ils adoptent les codes culturels locaux, portant le costume des moines bouddhistes et d'ailleurs sont pris pour tels par les Chinois. Lors de ce séjour à Zhaoqing, Ricci et Ruggieri commencent un travail important de traduction et dans les deux sens. Un glossaire portugais-chinois, dont on voit ici l'une des pages, qui nous a été prêté par l'Institut Ricci de Paris. C'est la première fois que le mandarin est traduit vers une langue européenne, ainsi que les 4 livres qui composent la base du confucianisme qu'il traduit en latin. Et parallèlement à ces traductions, Ricci commence ses travaux de cartographie, car il veut définir la position exacte de la Chine dans le monde. Pour cela, il dépouille les sources cartographiques chinoises, il est très étonné par leur exactitude et le sens géographique de ce peuple, qui vérifie empiriquement tout détail
avant de le reporter sur la carte. On voit ici la carte de la ville de Zhaoqing où réside Ricci. Il effectue également des mesures sur le terrain, il détermine ainsi les latitudes et les longitudes des villes où il séjourne. Après Zhaoqing, Ricci rejoint Shaozhou et le but de Ricci est de se rendre finalement à Pékin en tant qu'ambassadeur du pape pour rencontrer l'empereur Wanli et tenter de le convertir. Mais dans le contexte politique de la fin du XVIe, son voyage est difficile. En 1592, le Japon envahit la Corée, la Chine répond en envoyant son armée, et tout étranger présent sur le sol chinois est alors passible d'être jugé comme un espion du Japon, y compris les pères jésuites. Ricci parvient une première fois à Nankin en 1595, puis il est contraint de rebrousser chemin avant de s'installer dans la ville en 1598. Ricci dessine le plan de la ville de Nankin que vous voyez ici, et il va également concevoir une map monde circulaire, une sorte de prototype de ses travaux futurs. Cette map monde est intéressante car elle concilie connaissances européennes et représentations traditionnelles chinoises. Vous y voyez à nouveau l'Afrique et l'Europe, la Chine, bien sûr, qui a cette fois une taille plus raisonnable, mais aussi l'Amérique que les Chinois ne connaissaient pas encore à cette époque. C'est finalement en 1601 que Ricci entrera à Pékin, puis dans la cité interdite, admis comme ambassadeur de l'Europe à la cour impériale, et au final, il lui aura donc fallu près de 19 ans pour parvenir au cœur de l'Empire, mais il ne rencontrera jamais, en fait, l'empereur Wanli. Ricci maîtrise parfaitement le chinois. À Pékin, il parvient à convertir au christianisme de très hauts fonctionnaires de l'appareil bureaucratique et militaire chinois. On voit ici le mandarin Xu Guangqu, qui devient le chrétien Paul Xu, et ces nouveaux convertis soutiendront le père jésuite dans ses travaux de cartographie et de traduction, notamment les éléments de mathématiques et de géométrie d'Euclide. Ricci va poursuivre son travail de cartographe et déterminer les coordonnées de l'Empire du Milieu, c'est-à-dire la position de la Chine par rapport à l'équateur, entre 19 et 42 degrés de latitude nord, et entre 112 et 131 degrés de longitude est. Grâce à ces calculs et aux entretiens qu'il a avec les ambassadeurs d'Asie centrale, il parvient à la conclusion que le Cathay, décrit par Marco Polo, est bien la Chine, et en 1602, en s'appuyant sur le planisphère d'Ortelius et sur ses propres recherches, Ricci achève une première édition complète de sa célèbre map monde, connue des Chinois sous le nom de carte complète de tous les royaumes du monde. Cette carte que vous voyez à l'écran est formée de 6 panneaux de bois gravés, imprimés sur du papier de riz. Elle mesure près de 4 mètres sur 2 et elle a changé à la fois la vision chinoise du monde et la vision européenne de la Chine. D'abord, Ricci rompt avec l'eurocentrisme de la cartographie occidentale, puisqu'il place l'Empire du Milieu au milieu. Et il permet ainsi à l'empereur de Chine d'apprécier la taille de son immense royaume, mais aussi sa position par rapport au reste du monde. C'est d'ailleurs cette représentation sino-centrée qui est toujours en cours aujourd'hui dans les planisphères chinois. La map monde de Ricci est légendée en chinois, couverte d'anecdotes géographiques et ethnographiques. Elle donne des informations sur le monde connu par l'Occident au XVIe siècle et sur la religion catholique. Par exemple, à côté de l'Italie, le texte chinois nous parle, je cite, du roi de la civilisation, qui est le pape. Il explique également que l'Europe se compose de plus de 30 royaumes qui font tous allégeance à ce pape, sauf que Ricci ne mentionne pas les guerres de religion qui ravagent l'Europe de l'époque. Un peu plus loin, la map monde évoque aussi cette Amérique, inconnue des Chinois, qui va du Labrador jusqu'à la Terre des Fleurs, c'est-à-dire la Floride. Dans les coins, la carte présente également des encadrés scientifiques, qui sont autant de cours de cartographie et d'astronomie. On y trouve des explications sur l'équateur, sur les tropiques, sur les méridiens et les parallèles, sur les projections polaires. La Terre est d'ailleurs représentée, on le voit, au centre de l'univers, conformément au modèle de Ptolémée, ronde et sphérique, alors que dans les conceptions astronomiques chinoises de l'époque, elle est plate et carrée. C'est donc la première fois que les Chinois disposent d'une carte qui leur donne une vision globale de la Terre. C'est aussi la première carte écrite en langue chinoise montrant l'ensemble du continent américain. Finalement, Ricci n'aura jamais rencontré l'empereur de Chine, Wanli,
malgré son travail et sa renommée, mais l'empereur lui accordera toutefois l'honneur d'une sépulture à Pékin, à sa mort en 1610, sépulture où il repose toujours aujourd'hui. En fait, Matteo Ricci a très peu converti. Il y avait 3 Chinois chrétiens en 1584 et ils sont environ 2500 en 1610 à la mort de Ricci. Mais en fait, il a fait beaucoup mieux. Il a fait de la médiation culturelle avant que ce terme n'existe entre deux mondes. Il a séduit les Chinois de la dynastie des Ming par ses connaissances en astronomie, par sa méthode de travail, finalement beaucoup plus que par la religion qu'il était censé diffuser. Alors ce n'est pas un hasard si dans le monument qui a été inauguré à Pékin en 2000, le Millennium, on retrouve sur une grande fresque Marco Polo bien sûr, mais aussi Matteo Ricci qui est ainsi remercié pour son apport et d'avoir rapproché ces deux mondes qui à l'époque se connaissaient fort peu. Alors, si vous voulez mieux connaître ce père jésuite, vous pouvez lire Matteo Ricci, un jésuite en Chine. C'est un livre de Michel Masson, qui est publié aux facultés jésuites de Paris. Puis, je vous signale que pour le 400e anniversaire de la mort de Ricci, est édité en version numérique le dictionnaire encyclopédique de langue chinoise aux éditions du CERF. Et puis, nous tenions à remercier l'Institut Ricci pour nous avoir aidés à préparer cette émission. À l'occasion de leur